Depuis la fin de la saison 4 de Wakfu, je ressens comme un énorme vide. Après plus d'un mois à nous avoir fait tant rêver avec des scènes incroyables comme la mort de Killby, ou encore celle d'Armand pour finir avec le climax final du combat de Hugo et Gulthard contre Tauros, j'ai comme l'impression d'avoir vécu un rêve fugace qui s'est conclu quand même avec l'immense honneur d'accueillir Todd sur la chaîne pour une interview de légende où il nous a livré des tonnes de révélations. Si vous l'avez toujours pas visionné d'ailleurs, je vous mets le lien en description, ça en vaut le détour. Peut-être même que vous n'êtes pas au courant, mais Todd nous a annoncé l'incroyable nouvelle d'une potentielle saison 5 de 26 épisodes cette fois-ci. Depuis lors, je me suis mis de nouveau à rêver à ce que la série va pouvoir nous raconter à l'avenir, et comble du plaisir, le manga Wakfu commence enfin à se livrer à travers son webtoon disponible sur Allscreen, le portail webtoon d'Ankama disponible sur l'Ankama Launcher. Merci à eux d'ailleurs car ils se sont démenés pour m'offrir tout ce dont j'avais besoin pour vous parler du manga. Du coup on va profiter de ce petit moment ensemble dans cette vidéo pour parcourir ce tout premier chapitre du manga Wakfu La Grande Vague. Mais avant ça bien entendu, si vous ne l'avez toujours pas vu, foncez découvrir sur Allscreen ce premier chapitre qui est pour info gratuit. Vous n'avez aucune raison pour pas y jeter un œil, sans quoi vous risquez de vous faire spoil dans cette vidéo. Avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas de nous rejoindre sur le Discord Ankanimation, le Discord référence des fans de l'animation made in Ankama, un serveur qui risque d'être pas mal animé désormais tant tout va s'accélérer entre les projets d'animation, le manga et la saison 5 de Wakfu. Alors si ce n'est toujours pas fait, rejoignez-nous, le lien est en description. Allez, il est temps pour nous de découvrir ensemble ce tout premier chapitre du manga Wakfu La Grande Vague. Bon, rien ne sert de jouer de la langue de bois, ce premier chapitre de Wakfu a fait beaucoup parler de lui, et pas forcément pour les raisons qu'on aurait pu croire. Pour rappel, le manga se passe plusieurs mois après la fin de la saison 4, et la fameuse saison 5 en discussion dont Todd nous parle se passera immédiatement après la saison 4. Du coup, le manga se passe encore après la saison 5 de Wakfu, et vous comprenez bien que Hugo et Amalia entre-temps ont franchi des étapes dans leur vie maritale. Beaucoup d'entre vous ont été choqués du changement de ton où l'on passe des niaiseries de la série à une scène où l'on comprend clairement que Hugo et Amalia sont dans un rapport intime, alors que Todd nous l'avait pourtant dit que le ton serait bien plus mature dans le manga. Une déclaration qui d'emblée tient ses promesses avec une scène qu'il aurait été impossible de retrouver dans l'anime jeunesse que représente Wakfu, surtout dans l'esprit des fans qui n'ont pas encore passé ce cap. Une scène qui a fait beaucoup parler sur les réseaux, d'ailleurs j'ai plus souvenir d'avoir généré autant d'impressions sur Twitter avec cette fameuse case où Hugo semble ne pas tenir le cardio d'Amalia. Personnellement, j'ai bien apprécié démarrer ce manga avec ça, car on comprend directement qu'on n'est plus dans une œuvre dédiée à la jeunesse. Hugo est un adulte maintenant, il a une vie maritale en plus d'être le roi d'un royaume. Tant d'éléments qui font comprendre que Wakfu passe dans un autre univers, justifiant un peu plus les propos de Todd qui expliquait qu'après la saison 5, il serait important de changer de nom de série pour casser avec cette image jeunesse que Wakfu se traîne à cause de ses 2 premières saisons. Passé ce moment choc, ce qui m'a directement marqué, c'est que Hugo revêt toujours ses 6 Dofus fusionnés sur son torse. C'est vrai que sans ça, il ne peut manipuler l'Héliasphère et grâce aux révélations de Todd dans l'interview, on sait que Rotalstrom, le dragon qu'Armand a réussi à enchaîner à ses ronces au prix de sa vie, il est toujours en vie. Car oui, les Necroms sont invincibles. C'est une menace de tous les jours qui nécessite la vigilance de Hugo, ce qui expliquerait pourquoi il garde toujours les Dofus fusionnés en lui, histoire de pouvoir manipuler l'Héliasphère à tout moment. Et puis il faut dire que désormais, il n'y a pas meilleur gardien que Hugo pour les Dofus héliatropes. C'est le roi des héliatropes après tout. Quelques scènes plus tard, tout semble dégénérer. Alors qu'on était dans une ambiance plutôt poétique dans l'union charnelle d'Amalia et Hugo, d'un coup un seul, Amalia semble s'étouffer. Il assiste impuissant à la mort de sa femme qui meurt asphyxiée pour une raison totalement inconnue. Et en réalité, j'ai beau chercher des théories pour le moment, rien ne me donne assez d'éléments pour imaginer une raison plausible expliquant pourquoi on nous montre ça, si ce n'est que ça relève encore un peu plus le ton déjà bien adulte de ce chapitre. Bien heureusement pour Hugo, il semble être en train de rêver ou plutôt de faire un cauchemar dans lequel il se fait interpeller par une mystérieuse voix qui semble connaître parfaitement. Et un peu à la manière d'Oropo dans l'épisode 1 de la saison 4, il semble lui aussi reprocher à Hugo de disposer d'armes qui vont mener le monde à sa perte. Cette mystérieuse entité révèle sa silhouette, et elle ne semble être nulle autre que Grugalo Razalar, le dragon du Dofus Eben que vous connaissez pour la plupart, puisqu'il est le dragon qui a été scellé dans le corps de Joris à sa naissance. Un dragon que je soupçonne personnellement d'être en réalité Draconiros, déformant volontairement son apparence en celui de Grugalo Razalar. Pourquoi je pense qu'il s'agit de Draconiros? Car si vous ne le savez pas, Draconiros c'est le dragon des songes. C'est lui qui régit les rêves et cauchemars des habitants du monde des 12. Et c'est sûrement ainsi qu'il sait pour ce qu'il risque d'arriver au monde, car certainement qu'il a déjà pu apercevoir ce futur funeste dans les rêves d'Oropo autrefois, et désormais dans ceux de Hugo maintenant qu'il est au courant. Cela ferait bien plus de sens que Grugalo Razalar qui n'a pas forcément la capacité à pouvoir discuter dans les rêves des Douziens, et encore moins à détester particulièrement Hugo comme il le dit,
alors qu'il a lui aussi quelque part un peu contribué au chaos d'Ogrest. Ce qui me surprend, c'est qu'il s'adresse à Hugo en disant qu'il ferme volontairement les yeux sur ce futur, se délectant de ses plaisirs présents sans chercher à contrecarrer ce destin où le monde semble risquer d'être enseveli sous une immense vague. Il lui dit alors qu'il arrive à sa rencontre pour le stopper avant qu'il ne soit trop tard, à lui ainsi qu'à tous ceux qui se croient au-dessus des lois de ce monde. Un échange passionnant où on sous-entend que d'autres entités seraient à l'œuvre elles aussi pour aller au-delà des lois du monde des 12 pour servir leurs ambitions. Mais quelles sont ces fameuses lois ? J'ai bien mon idée sur la question vu ce qui nous a été raconté dans la saison 4 et de l'importance qu'ont les Dofus primordiaux pour que le monde puisse être périn. Mais Hugo n'utilise pas les Dofus du monde des 12 en réalité. Il concentre uniquement ceux des héliotropes dans son torse. Du coup, je ne vois pas comment il peut en venir à briser l'harmonie que procurent les Dofus primordiaux au monde des 12. Qu'est-ce qu'on reproche réellement à Hugo car à ce jour, il n'a toujours pas commis l'irréparable. Et j'ai même l'impression que c'est ce fameux dragon qui va être la source des problèmes qui vont mener Hugo à prendre des décisions graves comme Oropo a pu le voir dans ses visions. En tout cas, la promesse est faite, le dragon viendra à la rencontre de Hugo, c'est qu'une fois ses paroles prononcées qu'il sortira de ce cauchemar grâce à Amalia qui le réveillera. Un cauchemar dont il a la certitude qu'il est on ne peut plus réel, et comme toujours dans ces moments, Hugo aime à s'isoler pour faire le clair avec lui-même, laissant Amalia seule pour recevoir les doléances de leur peuple. Et oui, leur peuple, car désormais Salida et Héliatrope ne font qu'un, et au vu de l'atmosphère qui semble se dégager de la réunion devant le trône, l'ambiance ne semble pas être très sereine. C'est ainsi que se termine ce premier demi-chapitre, un chapitre qui semble tenir quand même toutes ses promesses sur le ton, l'intrigue et les enjeux bien plus sombres et matures, et je vous avoue que je m'attendais pas à vivre ça d'emblée, et encore on n'est que sur un chapitre de présentation, c'est dire que ce qui nous attend risque d'être vraiment incroyable. Je tiens particulièrement à souligner les dessins que je trouve magnifiques. Bravo à toi Katian, on est sur une qualité de dessin que je ne retrouve pas aujourd'hui dans les grands mangas du moment. Seul bémol, le tramage qui est clairement prévu pour un manga papier et pas un webtoon. Il n'empêche que malgré tout j'étais à fond dedans et déjà les théories vont bon train sur le dragon. Le bon sens veut qu'on pense à Grugalorazalar car il est en tout point identique au dragon noir, mais Draconiros prendrait bien plus de sens au vu du cauchemar et de la conscience du dragon de ce que Hugo risque de provoquer. Bien qu'on puisse aussi imaginer qu'il s'agisse d'Osamodas en personne sous les traits d'un dragon, mais dans l'idée d'amener à cette fameuse grande vague qui doit être provoquée par l'héliocalypse, je suis personnellement convaincu qu'il s'agit de Draconiros. L'avenir nous dira qui a eu raison dans le prochain chapitre, on se donne rendez-vous la semaine prochaine. En attendant, il est temps pour moi de rendre le micro, c'était Zaki. Pour vous servir, ciao.